La route 138 cache sous sa chaussée un passé méconnu. Par exemple, saviez-vous que jusqu'au milieu des années 70, on l'a nommée la route 15? Aujourd'hui, elle est empruntée par des milliers de nord-côtiers chaque jour. Jean-Louis Bordelot s'est penché sur son histoire sinueuse. Privée de liens terrestres avec le Québec jusqu'au début du 20e siècle, la Côte-Nord s'est longtemps réservée pour les conquérants de l'avenir, comme le disait en 1941 la célèbre auteure Gabrielle Roy. Ça prenait du courage pour venir s'établir sur la Côte-Nord. Et ça a toujours pris des gens courageux pour l'habiter, parce qu'on a été très longtemps sans route, vois-tu? Alors, c'était les petits chemins forestiers. On passait à travers les petits chemins forestiers. Les premiers tronçons asphaltés de ce qui deviendra la route 138 naissent aux environs de Sept-Îles au début du 20e siècle pour relier la baie jusqu'à Clark-City, puis jusqu'à Moisy. C'est toutefois tout à l'ouest, en 1931, qu'est inauguré le premier tronçon asphalté qui relie la Côte-Nord au reste du Québec. À Baie-Comeau, l'industrie du bois presse les autorités à poursuivre la route. C'est en 1943 que la ville de McCormick est rattachée au Québec par une route fiable. Et c'est au député de l'Union nationale Pierre Ouellette que l'on doit l'impulsion politique pour la fondation d'une vraie route 138. À ce moment-là, Pierre Ouellette est député du Saguenay. Et c'est toute une aventure, une anecdote sur Pierre Ouellette, d'ailleurs. En 1936, les chemins ne sont pas faits. Il travaille à Chaltourdé, lui, dans les chantiers forestiers. Alors, il va déménager vers Baie-Comeau. Il va faire la navette entre Chaltourdé et Baie-Comeau. Alors, M. Ouellette est obligé de passer, lui, par les chemins forestiers. Et il va faire ça, lui, pendant 2 ans de temps, sans permis ni plaque d'immatriculation. Et tout ça légalement. Ces premiers tronçons qui parsèment encore la Côte-Nord sont bien rudimentaires. Après avoir rejoint Baie-Comeau par l'ouest, c'est à partir de l'est que la 138 se prolonge. Les matériaux de construction arrivent par bateau à Sept-Îles. Lors des travaux d'asphaltage, le roc et la glaise qui composent le sol nord-côtier posent d'énormes défis aux ingénieurs de l'époque. Du sable. Il fallait quasiment en mettre quasiment 3 pieds, 2 pieds des places pour essayer de stabiliser ça. Je peux vous dire que je suis content que l'environnement n'était pas à nos trousses, parce que pour moi, la route ne serait pas faite encore. Ce n'est qu'en 1961 qu'on termine un dernier tronçon dans la région de Franklin. C'est donc en 1961 que l'on peut rouler sur la 138 jusqu'à Sept-Îles. Des centaines de kilomètres de côte demeurent toutefois enclavés. Pour que l'épopée de la 138 se prolonge vers l'est, il faudra plus que la pression des citoyens. Depuis 1950, on a Fer et Titane qui s'installe au Havre-Saint-Pierre. Donc, il y a de l'économie et c'est pour ça que la route suit l'économie. C'est jamais l'inverse, là. Il y avait un gros point majeur avec cette route-là, c'était la rivière Moisy, le pont. Les assises, parce que c'est sablonneux, tout ça. Alors, le pont va être inauguré en 1976. Et là, c'est un travail qui était colossal pour se rendre jusqu'à Havre-Saint-Pierre. Ouvert officiellement en 1976, le tronçon Sept-Îles-Havre-Saint-Pierre laisse encore de nombreux résidents de la Méganie sur leur faim, surtout avec les promesses des gouvernements provinciaux. On souhaitait plus la route qu'on y croyait, tellement que les politiciens passent, on est plein de bonne volonté, mais c'est pas des choses qu'on décide tout seul. Là, évidemment, il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on va plus loin? Et quand M. Mulroney arrive, ça aide toujours quand c'est un premier ministre, mais quand M. Mulroney arrive, avec M. Bourassa, ils s'entendent pour aller chercher de l'argent dans ce qu'on appelle le fonds des infrastructures. Et là, immédiatement, ils se mettent d'accord pour construire de Havre-Saint-Pierre à Natashquan. J'annonce aujourd'hui, premièrement, de façon officielle, la prolongation de la route de Havre-Saint-Pierre jusqu'à la rivière Pachaskibo. Les travaux pour repousser les limites carrossables du Québec débuteront en 1988. Celui-là, il est politique, essentiellement politique. Ah oui, là, vraiment. Mais heureusement, d'ailleurs, parce qu'on n'aurait pas pu faire ça autrement, n'eût été d'une décision comme ça. Et c'est en 1996 que la route se rend enfin au pays de Gilles Vigneault, à Natashquan. C'est très important que la route continue jusqu'à Blanc-Sablon.
En 2013, un dernier tronçon a été complété jusqu'à Kegaska, à la frontière de la Basse-Côte-Nord. Si demain matin, vous avez une mine incroyable là, dans le coin de Tête-à-la-Baleine, là, vous verrez que la route arriverait vite. La suite de l'histoire s'écrira peut-être dans les années à venir. Le ministère des Transports prévoit le déboisement de Kegaska jusqu'au village de La Romaine, en vue d'un nouveau tracé à l'hiver 2019. Ici Jean-Louis Bordelot, Radio-Canada, Sept-Îles.